Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Bonjour à tous, bienvenue sur Décidéo. Nous allons une nouvelle fois parler de data et aujourd'hui on en parle avec Philippe Charpentier qui est directeur technique chez NetApp France. Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Une petite question pour commencer. NetApp, on connaît et puis parfois on ne connaît pas forcément. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que NetApp et puis vous, qu'est-ce que vous y faites, un directeur technique, ça fait quoi? D'accord. Alors NetApp, c'est un spécialiste de la donnée. Quand on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Donc on est plus précisément, évidemment, spécialiste dans l'infrastructure de la donnée. Et si on regarde encore plus précisément, on est connu pour le stockage de la donnée. Mais c'est un service parmi tant d'autres. On va parler de sécurisation de la donnée, on va parler de classification de la donnée, on va parler de plein de sujets différents. Mais voilà, on est vraiment un fournisseur d'infrastructures intelligentes autour de la donnée. Et puis moi, en tant que directeur technique, j'ai la responsabilité des offres techniques et d'une grosse équipe technique qui est là pour aider nos clients à mener à bien leurs projets. On a beaucoup finalement entendu parler de NetApp un peu au moment de l'explosion du big data. C'est un peu ce qui a fait faire connaître ce type d'offre, non? Alors oui, non, en fait, NetApp, c'est une société qui a 30 ans, donc elle est passée par toutes les vagues, les révolutions de l'informatique, de la bulle Internet, en passant donc par l'an 2000 et toutes les évolutions des systèmes de stockage. On va surtout parler de protocoles, c'est-à-dire les accès fichiers, les accès blocs, les accès S3 plus récemment. On va avoir des offres aussi bien dans le cloud que on-prem, que sur du edge, et avec des mécanismes de réplication de données dans tous les sens. Donc oui, non, il y a beaucoup de choses différentes. Alors, en tout cas, quelque chose qui a changé depuis il y a 30 ans, c'est qu'il y a 30 ans, on n'avait pas encore vraiment conscience que les data, c'était un véritable actif informationnel de l'entreprise, que ça avait de la valeur, qu'il fallait le conserver, qu'il fallait le protéger et peut-être un jour d'ailleurs même le valoriser. Aujourd'hui, donc ça, on a conscience de ça. Quels sont les enjeux actuels qui sont liés à la fois à la sécurité? On en parle énormément parce que si je perds mes actifs informationnels, c'est un peu comme si je laisse la porte de mon coffre-fort ouvert, et donc la sécurité et la confidentialité qui est un autre sujet important. Oui. Alors effectivement, on se rend compte que la donnée aujourd'hui, ça devient quelque chose de critique. Ça coûte c'est valorisé, hein. Il y a une valeur liée à cette donnée. Donc la notion de sécurité est importante. Alors le problème quand on parle de sécurité, c'est que déjà faut en parler avec beaucoup d'humilité parce qu'il y a tellement de sujets. Et puis justement, il y a tellement de sujets qu'on ne sait jamais par où l'aborder. Donc ce qu'il faut voir, c'est que déjà nous côté NetApp, ce qu'on attend de nous, ce que les clients attendent de nous, c'est énormément de résilience. C'est-à-dire que les plateformes qu'on va fournir à nos clients, elles ne peuvent pas tomber en panne. C'est aussi simple que ça, hein, ça n'arrive pas. Et donc on va fournir un certain nombre de garanties par rapport à ça. Mais au-delà de ça, même si nos plateformes ne tombent pas en panne, il peut y avoir des désastres, hein, un tremblement de terre, je ne sais quoi, une bombe, pour imaginer le pire. Et donc il faut effectivement avoir des mécanismes pour avoir des plans de secours, des PRA, des PCA, sur lesquels là, évidemment on a aussi des infrastructures, que ce soit on-prem, vers le cloud ou autre. Mais au-delà de ça encore, la protection, la donnée, il faut la protéger en tant que telle. Et là aussi, on a des mécanismes de copie de données ou même de protection ransomware, c'est-à-dire qu'on va être en mesure d'analyser ce qui se passe sur la baie pour dire ah attention, là il y a un comportement anormal et donc on prend une protection. Donc il y a trois grands axes qu'on utilise, c'est tout ce qui est protection, détection et récupération, hein. Par exemple, quand on va gérer tout ce qui est données immuables, ça fait partie des éléments. Donc ça c'est pour la partie sécurité. Après il y a toute la partie effectivement données et où là c'est plus le contenu de la donnée elle-même qui va être important, avec des notions de classification. Donc là on a une offre qui est intégrée dans notre gamme logicielle, hein, dès qu'on a une solution d'étape, c'est fourni avec, qui permet de classifier les données sur une étape, mais également ailleurs, sur du SharePoint, sur du OneDrive, etc. Et d'avoir une vue complète, hein, ça peut être de la base de données d'ailleurs, hein, ce qu'on veut. Et pour donner un exemple très concret, euh, si par exemple j'ai un collaborateur qui quitte l'entreprise et qui veut savoir toutes les instances où son nom apparaît, on va être en mesure de lui dire, voilà, en quelques clics, voilà, ton nom il apparaît à tel et tel et tel et tel endroit, où est-ce que tu es très effacé, hein. Le fameux droit à l'oubli, mais pour l'entreprise.
Et donc ça, vous savez faire, et donc ça veut dire que vous ne vous intéressez pas simplement au contenant, justement, mais également au contenu. Ça, c'est une évolution par rapport à ce qui se faisait il y a 10, 20, 30 ans. Ouais, alors autour de la donnée, il y a quand même beaucoup de services. C'est pour ça que en introduction, j'ai bien dit une étape, c'est pas un fournisseur de stockage. On fait bien plus que ça, on fournit de l'infrastructure intelligente autour de la donnée. Et donc c'est des choses qu'on fait effectivement depuis une bonne dizaine d'années quand même, mais avec plus ou moins de focus. Et effectivement, ces dernières années, ça a pris un focus encore plus particulier. Mais peut-être pour vous donner un autre exemple encore d'utilisation, c'est OK, on va scanner le contenu des fichiers, on va être en mesure d'assurer la sécurité du contenant, mais on va également être très présent en termes de, de- de vérification des accès, on va dire. Et donc, peut-être pour prendre un exemple, si vous, là, je discutais avec un client hier, hein, donc qui est dans le luxe, et en fait, avant les défilés, ils prennent des photos. Et ces photos, elles doivent être absolument top secret parce que sinon, le défilé, quoi, l'émerveillement qu'il peut y avoir pendant le défilé serait ruiné. Et donc, ils ont mis en place des solutions en étapes pour justement contrôler et vérifier l'accès exact à qui accède à quel fichier et pour en faire quoi. Et donc ça, c'est des outils qui sont pré-packagés, hein, qu'on sait mettre en place. Il n'y a pas de complexité de configuration, mais ça permet très très simplement de faire de la traçabilité très étroite sur cette donnée. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, là, tout ce que vous expliquez, on a l'impression que si je vais vers le cloud, j'ai finalement plus à m'en préoccuper parce que c'est mon fournisseur de cloud qui va se prendre en charge ça. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui et puis demain, de plus en plus, vos clients, ce seront les grands clouds ou est-ce que vous allez devenir un cloud? Enfin, comment est-ce qu'on imagine un peu ces relations évoluer? Ah bah ça, c'est une très bonne question parce que bon, la, la révolution du cloud, elle est là hein, depuis maintenant 5-6 ans. Et en fait, il y a 5-6 ans, Netap a pris le contre-pied de tous les acteurs, tous nos concurrents, hein, par rapport à ces cloud providers publics. Dans le sens où plutôt que de les considérer comme des concurrents, puisqu'ils hébergent de la donnée, on les a considérés comme des catalyseurs de notre business. Et donc on a travaillé avec Google, avec AWS, avec GCP, pour leur fournir notre technologie, c'est-à-dire notre code, et qu'ils l'affichent en tant que produit qui leur appartient. Donc chez AWS, ça s'appelle FSxN, hein, FSx on Tap on Tap. Chez Azure, ça s'appelle ANF. Chez Google, ça s'appelle GCNV, j'ai Google Cloud NetApp Volumes. Et en fait, tout ça, ce sont des produits de chacun des hyperscalers, mais qui s'appuient sur du NetApp. Et donc ça résout souvent des problèmes incroyables. C'est que, alors, aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, d'intelligence artificielle, et le gros problème de l'IA, c'est, ok, il faut avoir la performance en termes de GPU, etc. Mais c'est la donnée. Où elle est? Comment je fais pour la rendre disponible aux data scientists? Elle va peut-être être sur du edge en plein milieu de nulle part, hein, ou alors elle va être. On veut utiliser des outils de LLM qui sont chez Google, mais on veut pas mettre des données privées. Donc on va essayer de faire du RAG, mais comme les données, il faut les transiter, c'est difficile. Et ben NetApp là-dessus a développé toutes les technologies qu'il faut pour pouvoir faire de la réplication, quoi, c'est notre métier historique, donc ouais, c'est assez simple. Et donc voilà, donc on a énormément de solutions pour justement répliquer de la donnée directement, l'utiliser avec du Vertex par exemple chez Google, et puis la rapatrier, faire du RAG et l'enrichir avec des données d'entreprise pour ensuite en faire quelque chose de complètement utilisable on-prem. Ça, c'est une bonne manière d'expliquer en effet l'évolution de votre métier parce que avant, peut-être qu'en effet, c'était de stocker et de conserver la donnée. Aujourd'hui, c'est la donnée en mouvement qui va passer d'une application à l'autre, etc. Vous avez pris l'exemple de l'IA. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que l'IA n'est pas toujours très intelligente. Elle a parfois besoin d'années et d'années d'historique de data. On le voit avec OpenAI qui a dû télécharger des milliards de contenus qu'il trouvait sur le web pour essayer de créer des réponses. On a un peu l'impression du coup qu'il faut tout conserver. Alors c'est génial pour ceux qui ont des solutions de stockage à nous vendre, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un arbitrage à faire entre je conserve tout et puis quand même aujourd'hui les lois et puis les préoccupations de chacun d'entre nous qui consistent à dire j'ai peut-être pas envie qu'on retrouve ce que j'ai écrit ou dit il y a 10, 15, 20, 30 ans. Ouais. Oui, oui, alors là, il y a deux écoles. Alors, moi, il y a un chiffre qui m'a toujours subjugué, c'est qu'il y a 63% des données qui sont créées dans le monde qui ne sont jamais réutilisées.
Donc, quand on dit, donc ça veut dire qu'il y a que 38% des données qui sont créées dans le monde qui sont vraiment utilisées et tout le reste, pas, quelque part, pourrait partir à la poubelle. Et pourtant, on le garde. Alors, bon, bah, moi, ça me fait mes affaires, mais effectivement, je me dis que par exemple, ne serait-ce que pour la nature, on pourrait envisager de faire des économies. Bon, cela étant dit, quand on parle avec des clients, par exemple, un de nos clients, c'est l'Ifremer. Et l'Ifremer, ils ont besoin de données historiques qui datent de plus de 100 ans pour les relevés de température des océans, pour la salinité, le pH, etc. Et donc, ils se retrouvent à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à prendre des papiers écrits il y a 100 ans et à faire de la saisie pour enrichir leur modèle de données pour pouvoir faire du prédictif par rapport à ce qui s'est passé il y a 100 ans, etc. Donc il y a un peu les deux écoles. Mais bon, oui, effectivement, on fournit nous des outils qui permettent d'identifier les données qui sont jamais utilisées ou celles qui ne sont pas utilisées depuis 5 ans ou 10 ans, etc. Et de s'en séparer maintenant. Est-ce que nos chers clients l'utilisent? Pas toujours. Après, il y a évidemment une contrainte légale parfois qui rentre en jeu, hein. Vos comptes d'il y a 10 ans, bon, bah, peut-être que vous allez devoir montrer patte blanche, je sais pas, au fisc ou j'en sais, non, je sais pas pourquoi je dis ça, mais pour à n'importe qui, bah, vos comptes en banque, il va falloir que vous ayez un moyen de les récupérer. Donc, ouais, il n'y a pas une réponse, je pense, à votre question. Alors, il y a un sujet que vous avez commencé à aborder, qui est celui justement de la traçabilité, des usages, avec l'exemple que vous donniez de cette marque de luxe. Aujourd'hui, un des éléments clés d'une stratégie de data, c'est la gouvernance. Et c'est justement cet aspect contenant, contenu, ne pas se préoccuper simplement du contenant, mais aller voir qui utilise, comment, etc. On ne peut plus faire n'importe quoi. Comment aujourd'hui on s'assure de ce cycle de vie de la data? Est-ce que ça fait partie aussi de ce que vous proposez, de suivre une donnée dans toute sa vie, entre le moment où elle rentre dans un système et puis le moment un jour où peut-être on la supprimera? Ouais. Alors, chaque personne accède à des données tout le temps. Donc, si on voulait avoir quelqu'un qui surveille un œil de Moscou, qui surveille tout le monde, ce serait pas possible. Donc, toute la difficulté consiste à effectivement automatiser un certain nombre de choses, récupérer des données, faire de la traçabilité et lever des alertes quand il y a des choses qui sont anormales. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire, ou en tout cas donner la possibilité à quelqu'un de faire une analyse a posteriori. Donc c'est exactement ce qu'on fait, hein. C'est-à-dire que lorsque on va avoir des outils natifs qui permettent de tracer l'ensemble des accès aux différents types de fichiers, hein. Donc l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport au défilé de mode, c'est exactement un cas d'usage tout à fait standard. Mais par exemple, puisqu'on parlait d'IA, on a développé un petit moteur d'intelligence artificielle dont le seul objectif, c'est de regarder le comportement normal soit de l'ABS, soit d'un utilisateur, donc des milliers d'utilisateurs, et de détecter, donc après une phase d'apprentissage, hein, de détecter des comportements anormaux. Donc par exemple, beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures sur une bête de stockage, ça veut dire bah, potentiellement du vol de données. Peut-être pas, mais peut-être. Donc c'est potentiellement un sujet d'inquiétude. Ou alors beaucoup d'écriture. Et là, beaucoup d'écriture, ça peut être par exemple une attaque ransomware, puisque l'attaque ransomware va faire du chiffrement et donc va, va écrire de manière intensive. Et donc là, on va évidemment immédiatement, automatiquement, prendre des mesures de sauvegarde et alerter qui se doit pour vérifier si oui ou non. Donc on va pas pouvoir faire. Donc l'idée c'est de fournir des outils, ok, et ensuite d'essayer d'y mettre un maximum d'automatisation. Et puis après, bah, c'est à l'être humain d'en faire ce qu'il doit en faire. Une dernière question. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une entreprise qui, forcément, s'intéresse à son patrimoine informationnel, Mhm. se préoccupe de tous ces sujets-là? Par quel bout prendre le problème et quelles sont les choses les plus importantes à faire aujourd'hui? Alors c'est un sujet vaste. Donc évidemment, alors on l'a abordé, la sécurité c'est au centre de tout, hein. C'est la donnée devenant si importante aujourd'hui, c'est très important de la sécuriser, encore une fois, avec des notions de résilience, de reprise sur échec, etc. Mais quand je pense au vrai problème autour de la donnée, c'est la disponibilité de cette donnée en sens où est-ce que je peux y accéder. Et je pense que quelqu'un qui aura une stratégie de données, il faut qu'il voit à long terme
pas sur cette année seulement d'ailleurs, hein, à long terme, sur comment ces données est accessible. La donnée, il y en a partout. Donc comment on la rationalise, comment on la rend disponible à ceux qui en ont besoin, aux data scientists. Et on sait que de facto, il y aura pas, ce sera pas un monolithe où on aura les données à un point central et puis c'est tout. Donc il faut choisir les bons partenaires qui vont être en mesure de faire déplacer la donnée ou rendre disponible la donnée où qu'elle soit, que ce soit dans un cloud provider public, que ce soit dans des bases de données, que ce soit on-prem, que ce soit sur du edge. Et là-dessus, ce que j'aime bien dire, c'est que NetApp est un acteur de choix. Voilà. Parfait, Philippe Charpentier. Merci beaucoup. Donc, sécurité, disponibilité, voilà les 2 mots-clés qu'il va falloir retenir. Merci pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes directeur technique chez NetApp France et on se retrouve très prochainement sur Décidéo pour de nouvelles interviews. On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.